Un violon, c'est un boyau tordu sur lequel on frotte avec des grains. Peut-être que la révélation française est l'éveil hydraulique auprès de vos institutions ici. Peut-être que ça va devoir se dérouler de la même manière choquante que ça s'est fait en Australie et ensuite dans la Jordanie. Dans 2 cas documentés, 2 grands projets en permaculture ont été carrément dénoncés aux autorités et ensuite investigués par la police des eaux. Car, bien sûr, à cause de leur bon design et la résilience hydraulique intégrée sur le paysage, ils étaient devenus des îlots de verre au milieu des territoires en sécheresse totale. Les investigateurs soupçonnaient fortement de la tricherie par pompage dans les nappes sans avoir demandé des autorisations. C'est quand même un peu dingue, non, d'en arriver là, avant que l'odeur de la pensée holistique arrive à monter aux narines de nos institutions. Et donc, je me suis dit, s'il nous faut attirer l'attention du pouvoir pour changer le monde, que nous pourrions suivre ces exemples-là et utiliser notre eau et notre intelligence pour avoir des résultats qui pètent à la gueule. Attention, attention. Utilisons de l'eau pour avoir des résultats qui pètent à la gueule. Merci. Maintenant que le climat semble avoir basculé en mode polarisante, devenir un îlot de verre au milieu de chaque sécheresse, c'est devenu un peu un de mes objectifs par défaut. D'abord pour ma gueule en fait, mais c'est aussi une très jolie manière d'être pragmatiquement provocative. Par définition, si nous sommes des vrais pratiquants de la permaculture, nous voulons que nos projets soient résilients à n'importe quelle situation. Que ça soit trop de vent, trop de pluie d'un coup, un incendie, une inondation, un confinement ou une crise économique, peu importe, la résilience doit être multidimensionnelle sur tous les fronts. Et en cas de sécheresse, en fait, moi je veux que mon herbe soit plus vert que celui qui pousse de l'autre côté des clôtures. Attention, attention. Je veux que mon herbe soit plus verte que celui qui pousse de l'autre côté des clôtures. Merci. Il n'y a que en étant exemplaires et en montrant que ça marche que nous serons crédibles pour notre technicité, en fait. Sinon, nous sommes juste pris pour être une bande de mal coiffés gentils qui mettent des jolies fleurs parmi nos beaux légumes, n'est-ce pas? D'ici 4 ans, j'espère pouvoir documenter véritablement la différence en résilience hydraulique et de façon quantitative. La présence d'une pompe à bélier m'oblige à avoir une relation hyper intime avec ma source et de connaître ses fluctuations annuelles. Dès que ma source est en dessous de 900 litres à l'heure, mon bélier commence à déconner, donc j'ai une espèce d'alarme intégrale dans le design. Je vais donc pouvoir véritablement documenter si mes pratiques et mes aménagements ont un effet sur le long terme sur le débit de la source. Et je me sens un peu sous pression quand j'observe à quel point la bêtise peut continuer de progresser même devant mon nez ici dans le coin. Le pouvoir local ici s'affiche très solidaire, très écolo, etc. Ils ont tous les petites étiquettes de gauche. Mais dans les faits, ils marchent toujours main dans nos poches avec des grosses entreprises pratiquant le type de marxisme dogmatique qui tire toujours l'ensemble vers le bas, inclut maintenant les niveaux d'eau. Chez nous, ici, en Corrèze, nous avons 2 rivières principales. Il y a la Corrèze et il y a la Vézère. Alors, la ville de Tulle est située sur la Corrèze et la ville d'Uzerche, là où j'habite, est sur la Vézère. La Corrèze est une rivière qui voit de plus en plus de fluctuations extrêmes chaque année. En hiver, la Corrèze est franchement turgide, trouble, rapide, puissante et pleine à déborder. Quand on est aux abords de la Corrèze avec nos enfants en bas âge, très instinctivement nous serrons très fort nos enfants par la main, tellement la rivière est menaçante. En été, c'est tout l'inverse. Le flux est tellement basse qu'il n'y a que des poissons qui arrivent à se noyer. Et ça, c'est depuis une décennie. La ville de Tulle s'est retrouvée en restriction d'eau à plusieurs reprises, car la Corrèze est devenue polarisée, ayant perdu sa résilience annuelle. Donc, que faire? Que faisons-nous, les amis, quand nous sommes confrontés à une rivière qui est en voie de polarisation annuelle? Est-ce que nous avons regardé en amont, comme Kirikou, pour voir s'il n'y avait pas une méchante bestiole qui bloque la source? Non. Est-ce que nous avons demandé aux grandes usines de produits chimiques de payer le eau qui pompe? Probablement non.
Est-ce que nous avons étudié un petit peu les pratiques agricoles, là où des paysans ont drainé toutes les zones humides d'un côté, ayant en plus le droit de pompage sans restreint depuis des lustres? Non plus. On aurait pu aussi aller jusqu'à l'étape d'étudier s'il n'y avait pas moyen de temporiser des extrêmes dans les volumes d'eau dans le Corrèze par installation des bassins de rétention ou des baissières sur le relief, planter autre chose que des sapins pour la spéculation des assurances et peut-être penser à une autre politique agricole que celui de l'extraction à tout prix. En fait, peut-être qu'il aurait fallu un redesign total sur le vallée de la Corrèze pour voir s'il n'y avait pas moyen de résoudre le problème à la source. En fait, rien de tout ça. Sans aucune consultation citoyenne, nos chers élus ont décidé de créer un gros pipeline entre Uzerche et Tulle et de prendre de l'eau de la Vézère pour alimenter la ville de Tulle. Oui, c'est ça la solidarité de la politique locale. Ici, nous partageons pour le très court terme. Ils ont installé 40 km de tubes pour transporter l'eau d'une vallée à une autre. Donc, par définition, une montée importante suivie par une descente vertigineuse. Et vous savez quoi? Même pas une seule putain de turbine hydroélectrique sur la descente pour au moins se faire un peu d'électricité gratuite et propre et au moins équilibrer l'équation énergétique dans notre connerie de pompage. Ce projet de Shadok socialiste est habituellement à côté de sa propre plaque, car il y a en fait 2 turbines hydroélectriques dans cette histoire, je les ai trouvées. Mais ils sont installés sur l'ancienne papeterie d'Uzerche et donc sur la Vézère. Et sécheresse annuelle, plus de nouveau le pompage pour la ville de Tulle, assure que les turbines ne tombent plus du tout en été, car le niveau de la Vézère, comme la Corrèze, est maintenant trop bas. J'avais commencé cet épisode par vous raconter comment la permaculture a pu attirer l'attention des institutions. Mais quand je vois ce genre de conneries, j'arrive à penser que ça sera juste plus malin et plus efficace de piquer la curiosité des humbles paysans et des agriculteurs qui vivent et travaillent autour de nous, afin que eux, s'ils adoptent un jour juste une fraction de nos méthodes, franchement, à partir de là par rapport à la flotte, je pense que le tour sera joué. Imaginez 2 secondes un monde où la majorité de nos paysans et nos agriculteurs sont à l'œuvre ensemble sur nos territoires juste pour assurer que des biens communs comme l'eau soient bien gérés. Si nos projets ont une dimension qui parle à nos agriculteurs au lieu de les mépriser, nous pourrions atteindre rapidement la popularisation de la gestion de notre deuxième besoin primaire, sans paperasse, sans hiérarchie, et ainsi donc assurer notre liberté pour l'avenir. Attention, attention. Il faut atteindre la popularisation de la gestion de notre deuxième besoin primaire. Merci. Oui, il le faut et il le faut d'urgence. Il faut que la gestion de notre deuxième besoin primaire devienne un véritable bien commun, que le cycle d'eau soit une affaire conscientisée et participative par chacun et pour tous. Point barre. Mais c'est un état d'être culturel qui est très loin d'être le cas pendant que les biens communs sont gérés par des poignées d'experts et quelques élus. Et même si des experts avaient des bons objectifs en tête et des bons outils à leur disposition, les administrations derrière manqueront toujours assez d'agilité pour répondre à temps. Dans une situation d'urgence climatique, nous sommes dans l'observation et interaction à haute vitesse en temps réel pour modifier nos pratiques au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Et les administrations sont juste trop lentes, alors que des paysans, dans les troupeaux et des cultures en soif, avec toutes les machines qu'ils ont à leur disposition, nos agris vont être exceptionnellement réactifs s'ils voient devant leurs yeux une solution technique qui marche. Les techniques permacoles ont toujours des solutions socio et politiques intégrées dans le design. La difficulté est qu'actuellement nous sommes dans un monde où c'est la technique qui achète les politiques, alors que le politique devrait être là plutôt pour faciliter l'émergence des nouveaux techniques. L'objectif politique et social dans ce cas est juste de faire évoluer l'idée des marxistes pour que la gestion des biens communs se focalise sur des biens communs naturels comme la flotte.
Le marxisme a commencé par la lutte sur les conditions de symbiose entre patrons et ouvriers, mais cette fois-ci, il nous faut un marxisme désindustrialisé, un marxisme qui va focaliser sur la symbiose entre les humains et la terre sur laquelle ils habitent. Et cette fois-ci, les marxismes doivent être petits, territoriaux, régionaux, localisés et décentralisés autant que possible avec une diversité de pratiques d'un territoire à un autre. Mais par-dessous le tout, il faut que des règles de partage et de gestion des biens communs soient sans autre teinte idéologique que d'être pragmatiquement en coopération avec la nature, au lieu de parler sans cesse de toutes ces questions de politique d'identité et de faire polémique sur des faux problèmes pendant que la maison brûle. Attention, attention, il nous faut être pragmatiquement en coopération avec la nature. Merci. Donc voilà. Avec tout ça, 2 heures de contexte sur la flotte, voici mes objectifs collectifs à atteindre et des suggestions sur comment procéder. J'aimerais tout d'abord que nous arrivions à ralentir le cycle d'eau. Attention, attention, il nous faut ralentir le cycle d'eau. Merci. Sur toutes nos grandes surfaces agricoles, on peut arrêter l'érosion de nos sols en replantant les haies de façon stratégique sur les fossés. En fait, tous les travaux à faire en France pourraient être faits en 12 mois si nous décidons de le faire avec autant d'enthousiasme politique que nous avons appliqué pour l'installation du 5G pendant le confinement Covid-19. Notre rapport au sol doit aussi faire demi-tour en modifiant juste un tout petit peu nos pratiques agricoles et commençant à augmenter le taux des matières organiques dans nos sols au lieu de les perdre d'année en année. Car chaque 1% d'augmentation de matière organique aide à retenir 180 000 litres d'eau par hectare dans le sol. Attention, attention, une augmentation de 1% des matières organiques dans le sol aide à retenir 180 000 litres d'eau par hectare. Merci. Par le même coup, je pense qu'au bout de 15 ans de ce genre de pratique, nous pouvons faire déborder nos nappes phréatiques et donc provoquer autant que possible la pression de l'eau. De l'eau propre, de l'eau minéralisée, de l'eau vivante, de l'eau qui est facilement potable à petite échelle, de l'eau qui est décentralisée organiquement avec des sources qui jaillissent de partout pour que l'eau soit à la fois gratuite mais aussi sacrée pour tout le monde. Ça veut dire que chaque humain doit apprendre ce que c'est la gestion de l'eau dans un contexte appliqué. Attention, attention, chaque humain doit apprendre ce que c'est la gestion de l'eau dans un contexte appliqué. Merci. Donc, que faire nous, des gens, toi, moi, les autres, car vous n'êtes pas tous des paysans non plus, vous n'avez pas tous des centaines d'hectares à gérer correctement, et à l'évidence, le pouvoir local est loin d'avoir compris la situation, et les administrations sont pas connues pour leur agilité devant les problèmes urgents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 2020 nous confirme encore cette tendance de cycle d'eau polarisé dont je parle du début. Un premier pluie de 40 cm d'eau d'un coup sur l'Ardèche et on a vu les inondations. Ensuite, on a vu des villages abandonnés dans les Alpes et nous avons vu des premiers réfugiés de nationalité française. Et ce n'est que le début de cette histoire. Encore une fois, si nous sommes vraiment objectifs par rapport à notre situation, en fait, il ne reste que l'option du gentil virus et de propager l'idée d'être un bon exemple et de commencer donc par nous occuper correctement des gouttes d'eau sur lesquelles nous avons le pouvoir direct. Ça veut dire s'occuper de toutes les gouttes d'eau qui tombent chez chacun de nous. Attention, attention, il ne reste que de nous occuper correctement des gouttes d'eau qui tombent chez chacun de nous. Merci. Une chose qui est sûre, c'est que pour nous, les jardiniers, des producteurs, les citoyens non poussés qui aimeraient bien vivre dehors demain, nous allons avoir besoin d'eau pour produire notre nourriture. Et un jour ou l'autre, nous allons avoir besoin aussi de nous confronter à la tâche de nous autonomiser dans notre consommation d'eau potable. Et je dis ça sans être alarmiste. Nous sommes déjà au stade où il y a des villes qui sont alimentées en eau par camion-citerne à la fin de chaque sécheresse. Ajoutons à cette situation le Covid-19, le Covid-21,
une bonne crise économique, un bug administratif, une panne dans les algorithmes de Linky. Et la réalité restant est qu'il est juste complètement irresponsable de ne pas être prêt pour une coupure d'eau dans un avenir proche. Les roues du système sont en train de tomber, mesdames et messieurs. Voulez-vous vraiment continuer de faire confiance aux pareils que nous avons élus pour gérer notre deuxième besoin vital, de l'eau, dont nous avons besoin tous les 4 heures?